Bonsoir à toutes et tous, bonsoir à tous ceux qui nous ont déjà rejoints sur le chat. Bonsoir Julot, bonsoir Tutur, bonsoir Peupliant, bonsoir à Dadi, bonsoir Soukébé et puis salut à tous les autres. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois et bienvenue aussi à ceux qui continuent à nous faire confiance, ils ont bien raison. On est ensemble pendant une heure comme tous les soirs de 18h à 19h en direct depuis notre petit mais très charmant studio du 3e étage de la Maison de la Radio à Paris. On est ensemble donc pendant une heure pour passer un coup de balai dans les ornières de l'actu, une heure pour faire claquer un diapason dans l'air de ce qui se trame dans le monde, 60 minutes à peu près en tout cas, pour appuyer sur le bouton stop du magnéto des choses qui se passent, des choses qui se passent ici, en France, en Europe, et puis plus loin dans le monde. Ce soir, on va se transporter en Russie, un peu moins d'une semaine après la tentative de putsch avortée du patron des mercenaires de Wagner, Evgeny Prigojine. Evgeny Prigojine qui aurait défié Poutine, qui menaçait de marcher sur Moscou pour prendre la ville, le pouvoir, et puis qui fait marche arrière. Prigojine qui clarifie ses intentions lundi, mais sans vraiment convaincre. L'objectif de la révolte était de sauver notre groupe Wagner, et non pas de renverser le pouvoir russe, affirme-t-il sur Telegram. Une petite semaine a passé, Prigojine est arrivé en Biélorussie, Vladimir Poutine veut clore la séquence, mais le flou subsiste. Que faire de Prigojine et de ses hommes? Là où il y a un flou, il y a parfois un loup, et il y a en tout cas des questions. Que va-t-il devenir? Est-il un traître, un idiot utile, un pion sur un jeu d'échecs, quelqu'un qui compte? Est-ce que Vladimir Poutine sort affaibli de la séquence? Est-ce que c'est ce que nous, les Occidentaux, on aimerait bien croire? Les loups de Prigojine allaient-ils vraiment entrer dans Moscou? Plein de questions donc, et c'est sans compter les questions du chat, donc vos questions que vous pouvez poser donc directement dans le chat, on les attend, on va essayer de répondre à tout le monde, c'est promis. Je dis on parce qu'il ne vous a pas échappé que je n'étais pas tout seul dans le studio. Françoise Dessay, bonsoir madame, vous dirigez le centre d'études des mondes russes caucasiens et centre européen à l'EHESS, j'ai tout bon? Oui, tout à fait. Bonsoir. Bienvenue madame. Michel Duclos, bonsoir. Vous êtes un ancien diplomate, vous êtes par ailleurs conseiller spécial géopolitique et diplomatie à l'Institut Montaigne. Et vous êtes aussi l'auteur de Guerre en Ukraine et Nouvel Ordre du Monde paru à l'Observatoire. J'ai tout bon aussi? Bonsoir, oui. Bonsoir monsieur. Et en duplex depuis Montpellier, il me semble, Carole Grimaud, bonsoir madame. Bonsoir. Carole Grimaud, vous êtes professeure de géopolitique, spécialiste de la Russie. Est-ce que j'ai tout bon aussi? Oui, tout à fait. Ah bah, si j'ai tout bon, j'ai une première question pour vous, Carole. Une semaine après quasiment la fin du monde, on en est où? Après la fin du monde. Oui, la fin du monde, c'est vrai que ces heures ont été Je dis la fin particulièrement, du monde parce que c'était spécialement inattendu. c'était inattendu, tout à fait. C'était inattendu et effectivement, je pense que les événements, nous ont tous pris de court, bien évidemment, les Russes eux-mêmes et le monde entier. Que s'est-il passé, ensuite? Eh bien, on a vu que rapidement, Vladimir Poutine, donc le président russe, reprend les choses en main, montre des images, montre, hein, tout à coup, on le voit interviewer, on le voit faire des déclarations, on le voit dans les réunions et on le voit même dans des bains de foule. Hein, c'était au Daghestan il y a quelques heures à peine, on le voit poser, poser pour des selfies au milieu de la foule, ce qui nous avait, on n'était pas du tout habitué à cela. Le but de tout cela, c'est de montrer à la Russie, mais de montrer aussi aux partenaires de la Russie, de montrer au monde entier que tout va bien en Russie. Et que non seulement tout va bien, mais il explique les choses finalement en félicitant, en remerciant, en félicitant les forces de l'ordre pour les avoir défendues de cette insurrection, de cette rébellion, et tourne finalement toute cette histoire à son avantage pour montrer qu'il récupère finalement le pouvoir, qu'il est bien ferme et bien solide au Kremlin. Et voilà la reprise, en fait, la réécriture de l'histoire par Vladimir Poutine. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. On va avoir le temps, bien évidemment, d'entrer plus dans les détails et de parler de Yevgeny Prigojine, de l'avenir de Wagner, etc. Mais ces heures-là ont été très importantes pour les Russes, très importantes pour le pouvoir. On a vu que le pouvoir eh bien, avait des fragilités, des faiblesses, des fissures. Et on les a vus là, en pleine lumière, je dirais. Donc, avec toutes les conséquences dont on va parler certainement aujourd'hui. Françoise Dessay?
Oui, je pense qu'effectivement, ce qu'a révélé cette tentative de marche sur Moscou de Prigojine samedi révèle en fait les fragilités et les faiblesses du mode de gouvernement de Vladimir Poutine depuis de très nombreuses années en fait. C'est-à-dire que ça témoigne des tensions qui traversent l'appareil d'État russe et qui risquent d'avoir des conséquences graves dans un contexte de guerre. Et je voulais simplement insister sur le fait que Vladimir Poutine, depuis son arrivée au pouvoir, semble incarner un État très fort, mais il a aussi beaucoup privatisé son État, privatisé une partie des services publics, et ça a concerné le domaine de la santé, le domaine de l'école, de l'université, etc. Donc un phénomène de privatisation, mais qui a touché aussi les pouvoirs régaliens comme l'armée, la police, avec l'apparition à côté des ministères, de la puissance publique, d'entités semi-publiques, semi-privées, et qu'on voit bien là à l'œuvre avec le groupe Wagner, mais qu'on voit aussi avec les troupes, le bataillon Armat de Kadyrov, ou avec des formations cosaques qui se mettent en place dans le sud de la Russie. Et tout ça, donc, dans un contexte au fond, de privatisation, ce qu'on appelle le néo-management en Russie, hein, où en fait une partie de l'appareil d'État a été privatisée. Alors, tant que la situation est relativement stable, tant que l'État paye, tant que, disons, on est dans un mode de fonctionnement routinier, ça fonctionne tant bien que mal. Mais là, avec la crise déclenchée par Evgeny Prigojine, hein, on voit toutes les limites de ce système et tout le problème d'assurer la loyauté de ces formations ou de ces personnages, voilà, dont en fait l'obéissance n'est fondée que sur la soumission au chef. Et donc dans un contexte extrêmement opaque, hein, où il n'y a plus de débat démocratique, on voit bien les limites d'un tel système de fonctionnement qui peut aussi se retourner contre son inventeur, disons. Donc c'est un petit peu voilà, la situation qu'on a vue samedi en tout cas. Michel Duclos, vous vouliez intervenir? Non, c'est vrai, je suis d'accord que c'est un système soit féodal, soit mafieux, comme selon qu'on veut être plus ou moins aimable, qui en l'occurrence ça fait boomerang contre le chef. Ce qui est intriguant, c'est que ça faisait quand même un certain nombre de semaines que Prigojine se montait le ton de plus en plus. C'est évidemment un arracheur de dents, mais c'est un arracheur de dents, menteur comme un arracheur de dents, mais avec un certain génie. Et donc, ne parvenant pas vraiment en Ukraine à marquer autant de points qu'il le prétendait, il était condamné à accuser l'état-major de ne pas lui avoir fourni les munitions dont il avait besoin. Il est probable qu'il avait ni plus ni moins de munitions que d'autres. D'ailleurs, on a vu dans les troupes de Wagner qui ont entamé la marche sur Moscou qu'ils étaient très très bien armés, avec du matériel très, très performant. Mais ils s'étaient enfermés dans ce combat avec cette compétition avec le ministre de la Défense et son chef d'état-major, qui probablement dans un premier temps a arrangé Poutine, puisqu'il faisait à la fois le sale boulot en Ukraine et qu'en même temps il était une sorte de compensation au risque éternel que les militaires prennent trop de place. Puis à un moment donné, effectivement, la créature a décidé de s'émanciper. Et là où il y a eu faiblesse de la part du système, c'est que Poutine n'a pas tranché assez tôt et que ses services n'ont pas vraiment anticipé le coup. Probablement d'ailleurs que chefs de tête, dans les têtes des services, on n'a pas anticipé, on n'est pas agi très vite, parce qu'on pensait que, bon, puisque c'est ce que voulait Poutine, il fallait être docile, il fallait attendre. Puis à un moment où c'était plus possible. Là, deuxième ou troisième faiblesse, il n'y a pas eu de vraie réaction. On ne peut pas dire que ni les forces de l'ordre, ni l'armée, ni la population s'est solidarisée autour du chef, comme ça avait été le cas en France, par exemple, Comment on l'explique ça? Parce au moment que du putsch des généraux en 63. Poutine est un homme informé plutôt. Enfin,
Oui, mais Et est un homme informé, et c'est quelqu'un qui oui, a souvent tranché, qui a souvent oui, tranché rapidement, oui. et brutalement d'ailleurs. Pourquoi il l'a pas fait de là? D'ailleurs, finalement, il a résolu la crise en 24 heures, il faut quand même le voir. Mais probablement que ces réflexes s'émoussent et que, par ailleurs, il faut bien voir que quand vous commencez à faire des erreurs, vous avez tendance à en faire d'autres. Et là, ce qui, je crois, est grave pour lui, c'est qu'on voyait depuis le départ que les élites, comme on dit, étaient sceptiques sur son choix d'envahir l'Ukraine. On l'avait vu dans le fameux Conseil de sécurité, mais bon, le système s'est rangé derrière lui, les féodaux sont restés loyaux. Le problème pour lui, c'est qu'il ne faut pas qu'il multiplie ce type d'erreurs, quand même, s'il veut garder complètement la loyauté de ses féodaux et l'approbation de la population. Carole Grimaud, vous vouliez intervenir? Oui, j'entendais pas très bien avec le micro. Ah, peut-être qu'il faut Voilà, que il vous m'a parliez manqué plus une près du partie des micro, mots Michel. malheureusement, mais j'ai reconstitué à peu près, c'est bon. Je- Peut-être que le micro Heu, est pas assez sensible. Ma voix porte oui, peu, je suis désolé. c'est ça le problème d'être à distance aussi, je suis pas avec vous malheureusement. Ouais, le chat, Heu, vous êtes nombreux à nous dire qu'on entend. Alors, je vais vous demander de parler un peu plus fort tous les deux. Je crois que les micros sont pas très sensibles. Carole, pardon, je vous ai coupé, pardonnez-moi. oui, eh bien écoutez, oui, c'est Vladimir Poutine effectivement, on a vu là dans cet épisode, alors c'est vrai qu'il a résolu la situation assez rapidement, mais je crois que, quand le doute, je dirais le doute de la stabilité du pouvoir, quand le doute commence à atteindre les consciences, je crois qu'à ce moment-là, tout ce qui vient après, toutes les expériences, toute l'interprétation des événements qui vont venir là maintenant, vont être bien sûr influencés par ce doute. Et quand je parle du doute dans les consciences des Russes, dans les consciences des Russes, au sein même des élites. Alors, les élites qui ont pris peur, les élites qui ont fui Moscou. Et bon, ce n'est pas confirmé, mais d'après ce qu'on lit, ce qu'on entend, ce sont des élites très proches de Vladimir Poutine lui-même. Qui ont paniqué et qui ont quitté Moscou. Donc là, en plus, il y a aussi cette réalisation-là que son cercle proche sur lequel il a compté depuis 23 ans, puisque ce sont des amis de longue date, eh bien, n'hésitez pas finalement à le lâcher au moment le plus terrible, le plus dangereux de ces 23 années de pouvoir. Donc là aussi, il y a une réalisation pour ce pouvoir, pour ce Kremlin, ce colosse au pied d'argile finalement, et pour la population aussi qui a toujours peut-être, en tout cas, pensé ou cru que ce pouvoir était solide, eh bien, il voit finalement un trou dans ce mur de béton. Un trou dans ce mur de béton, et on sait que les trous dans les murs de béton, eh bien, quand il y en a un deuxième et qu'il y en a d'autres qui suivent, eh bien, ce mur finit par s'effondrer. Donc voilà, c'est un cheminement, des étapes successives, et peut-être avons-nous vu là l'une des plus significatives. Il reste qui autour de Poutine, là, finalement? Qui veut? Alors, bon, je pense qu'il faut, enfin, comme je le disais tout à l'heure, le système de prise de décision à Moscou, au Kremlin, est très opaque, hein, puisqu'il n'y a plus de vie politique ouverte et démocratique et pluraliste depuis de très nombreuses années, depuis le début des années 2000. Donc, en fait, c'est assez difficile de savoir ce qui se passe exactement dans les couloirs du Kremlin. Donc, et en fait, il faut aussi se mettre dans la peau, au fond, de cette population russe qui est dans la même incertitude sur ce qui se passe au sommet de l'État. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas très bien ce qui se joue. Et en fait, ce qu'on a observé durant le week-end, c'est une forme de passivité de la population qui a vu passer d'abord la marche vers Moscou dans un sens, puis qui aussi rapidement a vu repartir les chars ou la colonne dans l'autre sens, et tout cela alors qu'on avait des informations selon lesquelles à Moscou les gens continuaient à vaquer en gros à leurs occupations comme un samedi. Alors il y a eu quelques moments où on a vu
voilà, se dessiner une forme de prise de position. Il y a eu quelques applaudissements pour Evgeny Prigojine à Rostov. Donc, un certain nombre des citoyens qui étaient à Rostov qui l'ont applaudi. La question, c'est que signifient ces applaudissements? C'est-à-dire, est-ce qu'on applaudit quelqu'un qui est considéré comme un combattant sur le front ukrainien? Est-ce qu'on applaudit celui qui défie le pouvoir de Vladimir Poutine? Est-ce qu'on applaudit les idées populistes et nationalistes de ce personnage? Ou tout simplement une distraction. Ou tout simplement une distraction. C'était très difficile à analyser. Et dans le même temps... C'était un peu fun, quoi. Voilà. Et dans le même temps, ce qu'on voit à Moscou, c'est des gens qui commencent à réserver des billets d'avion frénétiquement pour quitter le pays, qui ont peur que les frontières se ferment, qui commencent à prendre des décisions hyper rapides pour essayer de partir en pensant que la situation va se dégrader. Donc au fond, on a du mal à bien saisir ce qui se passe dans la société russe face à ce type d'événements. Là, l'épisode a été très court, 24-36 heures, et donc on n'a pas vu se mettre en place de mouvements significatifs dans la société. Mais la question qui se posera un moment, c'est comment la société pourrait réagir en cas de crise grave, qui s'aggrave. Pour qui prendrait-elle parti? Est-ce qu'il y a une homogénéité sociale sur l'ensemble du territoire? Et ça, on n'y croit pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a quand même des différences très, très marquées entre les deux capitales, Moscou et Saint-Pétersbourg, avec des populations plutôt plus aisées, plus internationalisées, plus ouvertes sur le monde. Une autre partie de la Russie qui est plus rurale. Et une Russie plus rurale, très attachée à la stabilité, un peu aussi spectatrice de ce qui se passe à Moscou, c'est-à-dire avec le sentiment qu'au fond, ce qui se passe là-haut est très loin et ne les concerne pas vraiment. Donc voilà, donc il y a quand même aussi cette question de ce qui se joue dans la société, qui est très difficile à saisir à un moment où en fait on n'a plus vraiment de sondage d'opinion, où aussi se pose le problème de quelle information bénéficie la population. Mais alors, justement, il y a professeur Wanabi, salut professeur Wanabi, qui pose la question dans le chat. C'est l'absence de réaction de la population ne montre-t-elle pas à quel point les médias sont dans les mains du pouvoir et donc les gens ne sont finalement tout simplement pas informés? Est-ce qu'ils sont vraiment pas si informés que ça? Alors, il me semble que là, samedi, ils ont été informés. C'est-à-dire que, alors que très souvent, en cas de problème, le pouvoir fait silence, là, très rapidement, il y a quand même eu des prises de décision. Vladimir Poutine a pris la parole dès samedi matin. Et puis, en fait, l'information circule sur un certain nombre de réseaux en Russie. Alors, à la télévision, c'est extrêmement contrôlé, mais il y a quand même un certain nombre d'outils d'information, notamment sur Telegram, des chaînes où circulent énormément d'informations. Mais c'est vrai que le discours est extrêmement cadré, c'est-à-dire c'est le discours, l'interprétation du pouvoir qui passe. Il n'y a pas de débat contradictoire pour avoir des analyses alternatives. Il y a aussi, d'une certaine façon, quand on est en Russie, l'idée de ne pas se mettre en difficulté soi-même en se mêlant trop de politique. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire, soyons prudents, soyons raisonnables dans le contexte actuel. La politique en Russie, c'est considéré comme quelque chose de sale et de dangereux. C'est un héritage de l'ex-URSS. Alors, en partie, mais pas seulement, parce que si on regarde je me trompe, Michel Desclos. Oui, mais ça s'est aggravé, si vous voulez, ces dernières années. Ce qui m'avait frappé, c'est que il y a quand même eu toute une période dans les années 90 ou au début des années 2000 où effectivement il y avait quand même une certaine relative liberté des médias. Et puis la grande différence, c'est qu'à partir du moment où les médias ont été entièrement contrôlés par Poutine, il l'a fait au nom d'une idéologie qui passait assez bien. Et si vous voulez, la grande différence avec les années 80 où je vivais à Moscou, c'est qu'à l'époque, les médias étaient déjà contrôlés par le pouvoir, bien sûr, mais les gens ne croyaient pas ce que disait la télévision. Là, actuellement, les gens de 65 ans, de plus de 65 ans, croient ce que dit le pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors après, ceux de moins de 60 ans, c'est plus discutable, bien sûr. Et en plus, il n'y a plus que les médias télévisés, etc., sont secondaires par rapport aux chaînes. Donc là, il y a eu un changement fondamental. Mais pour revenir au putsch, la tentative de putsch, il me semble que rien n'a changé.
pour répondre à ce que vous disiez, dans les équilibres de pouvoir. Ce sont les mêmes qui restent au pouvoir. Alors, on va voir si Poutine, justement, modifie ou non son équipe. Donc rien n'a changé, et pourtant tout a changé, parce que l'ambiance est quand même différente, me semble-t-il. Dans le chat, il y avait une question, pardon, qui est une question de Lépamiol. Salut Lépamiol, je ne sais pas trop si on prononce ton pseudo comme ça, mais je vais le prononcer comme ça. C'est toute cette opération peut-elle cacher quelque chose d'autre que ce qu'on veut bien nous montrer? Carole, Françoise, Michel, qui veut? Il y a pas mal de théories du complot qui fleurissent sur Internet. La première, c'est que les États-Unis ou l'Occident auraient financé la rébellion de Wagner. Et il y en a une autre, il y en a deux grandes, hein, il y en a peut-être d'autres, c'est que la rébellion de Wagner serait une mise en scène de Moscou. C'est fumeux, ça? C'est... Alors, on n'a pas les éléments pour répondre, évidemment. Hein. On fait un peu de tant qu'on n'a prospective, pas hein. d'accès aux archives, on ne saura pas vraiment. On Voilà. le racontera. Voilà, peut-être. nous racontera. Après, il faut prendre les complots ou les imaginaires du complot pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire plutôt pour des phénomènes imaginaires qui essayent de faire sens, de donner sens à la réalité. Et c'est vrai que suivant la position dans laquelle on se trouve, on a parfois face à un moment qui semble vraiment énigmatique, c'est-à-dire pourquoi Wagner, qui depuis des années est allié à Poutine, pourquoi, alors qu'il a touché des millions de roubles de l'État russe, alors qu'il a le pouvoir économique, le pouvoir militaire, pourquoi se lance-t-il dans cette aventure insensée? Et donc évidemment, ça ouvre la voie à l'imagination, et en fonction du lieu où on se trouve ou de la position qu'on adopte, on a envie d'y voir une forme de complot. Donc si on est en Russie, proche du pouvoir, on y verra plutôt un complot américain. Si on se trouve en Occident, on y verra plutôt une manipulation de Vladimir Poutine lui-même. Donc on se raconte ces histoires pour essayer de retrouver un peu de cohérence dans quelque chose qui n'en a pas beaucoup. Voilà, et il faut aussi rappeler que Prigojine lui-même a été l'un des maîtres de la désinformation, puisque non content de maîtriser le marché des cantines publiques à Moscou et de ravitailler l'armée, ce qui lui a valu le surnom de cuisinier de Poutine notamment, et aussi parce qu'il avait un restaurant où il accueillait Vladimir Poutine. Il a aussi ensuite monté ce qu'on a appelé les usines à trolls à Saint-Pétersbourg, une agence d'information très active sur Telegram qui s'appelle RIA. On peut peut-être expliquer pour ceux qui ne connaissent rien ce qu'est une usine à trolls. Voilà, donc une usine à trolls, en fait, c'était des internautes fictifs payés par Prigojine, installés dans des bureaux à Saint-Pétersbourg, et qui avaient pour principal objectif de déstabiliser un petit peu la sphère numérique, et notamment en intervenant sur les réseaux sociaux, en faisant de la désinformation, et qui auraient joué un rôle notamment dans certaines campagnes électorales au niveau international, notamment aux États-Unis, hein, au moment de l'élection de Trump, et aurait essayé aussi d'intervenir lors de la première élection de Macron en France. Donc la désinformation ne date pas non plus d'aujourd'hui, les théories du complot non plus, mais on est là dans un moment très propice au développement de ce type de théorie, parce qu'on a très peu de points d'appui concrets pour comprendre ce qui se passe. Dans le chat, il y en a qui demandent ce que notre ami Prigojine est allé faire en Biélorussie. Qu'est-ce qu'il est allé faire en Biélorussie? Carole, si vous voulez intervenir, intervenez. Hein. Vous êtes loin, mais vous êtes avec nous. D'accord. N'hésitez pas à nous couper. C'est ça que je voulais dire. Bah, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai utilisé l'expression, c'est une mutinerie entre amis. Parce que malgré tout, c'est une mutinerie, mais qui n'a pas été très loin. La solution a été vite trouvée. Alors, effectivement, c'est tentant, comme toujours, de trouver des explications complotistes. Et comme on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, quels mécanismes ont joué, c'est d'autant plus tentant. Mais ce qui est vrai, c'est que ou bien il s'est lancé dans une aventure en prenant tout le monde de vitesse, ou bien certains l'ont encouragé ou l'ont laissé faire. Et évidemment, la chute de l'affaire fait pencher dans cette seconde ligne d'explication, parce que se retrouver chez Loukachenko, c'est comme s'il s'était retrouvé à Ekaterinbourg, c'est-à-dire pas loin de Moscou, si vous voulez. Un cousin. Chez un cousin, ou c'est dans la banlieue de Moscou.
Alors là, c'est là où il faut dire que la suite laisse songeur, parce que Loukachenko n'a quand même aucun intérêt à avoir un lascar pareil dans les pattes. Lui-même ne peut pas croire sérieusement que sa sécurité est assurée. Et Poutine, pourquoi l'a-t-il pour l'instant sauvegardé? Tout ça est quand même, c'est vrai, un peu bizarre. Ça pose un lot important de questions. Françoise Dosset. Oui, je pense qu'il faut revenir aussi un petit peu en arrière et rappeler les liens de vassalité de Loukachenko comme de Prigojine à l'égard de Vladimir Poutine. Loukachenko doit sa survie à la tête de l'État biélorusse à Vladimir Poutine, hein, puisque son pouvoir a été fortement ébranlé lors des manifestations de l'été 2020 et lorsque la population est très massivement descendue dans la rue pour dénoncer la fraude électorale. Et donc son pouvoir a été vraiment mis en grande difficulté et c'est Vladimir Poutine qui a quand même contribué aussi à la stabilisation de la situation en Biélorussie, ce qui a conduit la principale opposante, Tiranovskaya, à s'exiler en Lituanie. Donc Loukachenko est redevable à Vladimir Poutine. On peut penser que la solution qui a été trouvée pour arrêter Prigojine a été négociée entre eux. Mais ce qui est en train là quand même de se faire sous nos yeux ou de se créer sous nos yeux, c'est quand même un cocktail assez explosif là en Biélorussie et tout à fait inquiétant. C'est-à-dire que en Biélorussie, qui est quand même un pays qui compte. C'est inquiétant pour qui? Pour les Biélorusses? Pour les Biélorusses et puis pour leurs voisins. C'est-à-dire que là, on retrouve un dictateur qui veut pas quitter le pouvoir, des armes nucléaires puisque Vladimir Poutine a commencé à transférer du nucléaire en Biélorussie et des forces paramilitaires à la loyauté douteuse. Donc tout ça dans ce petit pays vassalisé par Moscou. Mais qui peuvent vouloir se racheter en étant d'autant plus nocives. Donc, on ne sait pas ce qui peut sortir de ce contexte, de ce cocktail-là, qui est malgré tout assez explosif. Et on comprend la grande inquiétude des voisins de la Biélorussie. Donc là, on le voit très clairement dans les pays baltes, hein, en Lituanie, en Lettonie, en Pologne. Voilà, une très grande inquiétude à l'égard de ce qui se joue là en Biélorussie. Biélorussie qui est aussi frontalière de l'Ukraine par le nord du pays. Donc là, c'est quand même une reconfiguration qui pose question aussi. Qu'est-ce qui bat la mesure de cette partition là finalement? Personne ne bat la mesure. C'est pas vraiment Poutine, c'est pas. Qui bat la mesure? C'est qui le. Ça reste quand même Poutine. Ça reste Poutine. C'est ça, oui, ça reste Poutine, Moscou, et donc ça répond un peu à la question, est-ce qu'il est affaibli ou pas? Évidemment, il est en partie affaibli, mais malgré tout, ça reste le maître du jeu, quoi. Pour l'instant, et c'est bien ça la question, c'est qu'il souhaite rester le maître du jeu, mais que les fissures commencent à se voir au grand jour. Carole Grimaud. Oui, la Biélorussie, alors à mon sens, Loukachenko a bien joué. Il a bien joué sa carte. Il est apparu, alors même s'il s'en défend, mais il est apparu comme un médiateur finalement, celui qui est allé sauver Vladimir Poutine de cette situation très embarrassante. Donc première chose, donc il consolide son lien et sa relation avec Vladimir Poutine. Il gagne sur son sol une armée, enfin en tout cas une armée, un groupe, on ne sait pas encore, on ne sait pas. On a des suppositions sur le nombre de combattants Wagner loyaux à Prigojine qui le rejoindraient donc en Biélorussie. Il gagne sur son sol finalement des hommes aguerris qui ont déjà livré de nombreuses années de guerre en Ukraine, si l'on compte depuis 2014 dans le Donbass, alors que la Biélorussie n'est pas dotée d'une armée fantastique ni de forces spéciales particulièrement redoutables. Donc il gagne sur son sol une belle force, je dirais, en attendant bien sûr de connaître exactement l'effectif qu'il rejoindra Prigojine. Une belle force et aussi, bon, bien sûr, du côté ukrainien, une menace pour le flanc nord de l'Ukraine, ça c'est évident. Une menace qui a été bien sûr soulevée du côté ukrainien depuis le début de la guerre, venant de Biélorussie. Il menace aussi, bien sûr, vous l'avez dit, Madame Dosset, les pays voisins qui, effectivement, ne voient pas d'un très bon œil cette présence sur le sol biélorusse. Et dans tous les cas, Loukachenko est finalement gagnant. Il a autorisé
Les Biélorusses qui voudraient rejoindre Wagner, eh bien, s'ils voulaient le faire, ils pouvaient le faire. Donc vous avez là aussi une possibilité pour les Biélorusses de rejoindre Prigojine en Biélorussie. Donc les rangs pourraient aussi augmenter dans cette unité-là. Et puis vous avez les armes nucléaires que Loukachenko a déclaré qu'il les utiliserait, qu'ils ne sont pas russes, qu'ils ne sont pas la propriété du Kremlin et que s'il le fallait, il les utiliserait lui-même. Donc effectivement, ça fait un cocktail assez détonnant en Biélorussie. Il va falloir attendre bien sûr un petit peu plus pour reconnaître les intentions véritables de Loukachenko, mais je crois que le gagnant dans l'histoire, c'est lui, c'est Loukachenko, ce président biélorusse qui finalement est arrivé à faire sa place dans cette querelle de Prigojine-Poutine et sa place dans ce conflit avec l'Ukraine, dans la guerre ukrainienne. Mais justement, puisque vous en parlez, on aurait plutôt tendance, en première intention, je veux dire, on a l'impression que cette situation avantage particulièrement Kiev. Vous dites que non, finalement. Alors, on a beaucoup parlé de cela. Est-ce que le chaos en Russie avantage On pourrait penser naturellement que le chaos chez l'adversaire, Évidemment, sert bien plutôt sûr. ses Encore intérêts. faudrait-il qu'il ait duré un petit peu plus longtemps. Je Mm. dirais que ce chaos, malheureusement, entre guillemets, si cela aurait pu avantager l'Ukraine d'une façon significative, il aurait fallu certainement qu'il dure plus longtemps. Or, 24 heures, ça a été court. Néanmoins, ce qui s'est passé en Russie même, on ne peut pas dire que cela n'a pas affecté les troupes russes sur le terrain et dans les territoires occupés ukrainiens. On a vu que l'Ukraine gagne petit à petit du terrain. On voit qu'elle regagne même des territoires qui avaient été pris par Moscou en 2014. Ce sont des petites avancées, mais très importantes, bien sûr, pour le moral des troupes ukrainiennes. Du côté russe, il y a des informations qu'on ne donne pas. Le ministre de la Défense russe ne communique pas sur cette présence ukrainienne près du Dniepr, préférant raconter une toute autre histoire. Donc on voit que oui, il y a cette contre-offensive qui a démarré, qui a eu des succès, qui connaît des succès, même s'ils ne sont pas... Alors que la deuxième contre-offensive est moins... Ses succès sont moins évidents que la première, semble-t-il. Oui, moins évident, mais comme le dit le président Zelensky, une contre-offensive ne peut se dérouler en quelques jours, en quelques semaines. Si l'on considère que cette contre-offensive va durer jusqu'au début de l'hiver, jusqu'à la fin de l'année 2023, cela nous laisse du temps et du recul. C'est ce que je pense, évidemment. Mais voilà, mais le nord, le flanc biélorusse est bien sûr à surveiller de près. Et ça, de toute façon, les forces ukrainiennes ont bien pris le risque en considération depuis le début de la guerre et ont placé des mines, notamment beaucoup de champs minés à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine. Donc cela est bien considéré, mais néanmoins une menace, oui, une nouvelle menace. Françoise Dosset, vous vouliez réagir, je crois. Oui, alors en fait, je Vous pense acquiesciez. qu'il faut aussi garder en mémoire que quand même ce à quoi on assiste là en Russie, c'est une espèce de fuite en avant vers des projets de plus en plus réactionnaires, militaristes, anti-occidentaux. C'est-à-dire que Prigojine, c'est un peu la surenchère encore sur le projet de Vladimir Poutine. Donc de ce point de vue-là, il y a pas vraiment de raison de se réjouir au fond de la trajectoire là dans laquelle est embarquée la Russie par ses dirigeants qui font qui sont dans une surenchère permanente et plus leurs positions sur le front sont compliquées et plus cette surenchère verbale s'approfondit. Donc quand on voit les déclarations de certains dirigeants à l'heure actuelle, c'est même stupéfiant en fait. Les déclarations de Dmitri Medvedev, etc., l'ancien Premier ministre de Vladimir Poutine sont vraiment stupéfiantes. Qui dit quoi donc ?
qui dénonce en permanence les nazis ukrainiens, soutenus par l'Occident dégénéré. Enfin voilà, il y a quand même une rhétorique qui est tout à fait effrayante. Et au fond, Wagner et Prigojine, c'est dans le prolongement et dans même voilà, la surenchère sur ce discours-là. Et la difficulté ou l'inquiétude, c'est qu'en fait, les forces plus raisonnées ou plus démocratiques et plus libérales qui existent en Russie ne peuvent plus faire contrepoids parce que la plupart de leurs représentants soit ont été contraints de s'exiler, soit sont sous la menace de poursuites pénales, soit sont en Russie, en prison, à l'exemple d'Alexeï Navalny. Donc au Un peu fond, le seul opposant, un peu connu. voilà, alors il y en a d'autres, hein, Vladimir Karamursa, Ilya Yashin, il y a d'autres opposants qui ont fait le choix de rester en Russie et qui maintenant sont sous les verrous. Et donc voilà, l'essentiel les forces démocratiques et libérales sont surtout à l'étranger et sont elles aussi dans une forme d'incertitude sur la meilleure stratégie à adopter. Et ce qu'on a vu samedi qui était assez déroutant, ce sont les prises de position de Mikhail Khodorkovsky qui a appelé à soutenir Prigojine en se disant, au fond, tout ce qui conduit à déstabiliser le pouvoir de Vladimir Poutine va dans le bon sens, même si ce personnage est odieux. Donc on voit que le champ politique russe est quand même vraiment sinistré et que ce n'est une bonne nouvelle pour personne en fait. Michel Duclos. Peut-être pour revenir à un point que vous avez soulevé, la réaction de l'Occident. Les gouvernements ont été très prudents, évidemment, parce qu'ils ne veulent pas donner l'impression de se réjouir de la possibilité d'un changement de régime à Moscou. Mais ça, c'est une bonne raison, mais il y a aussi une mauvaise raison qui est apparue assez fortement aussi dans les journaux, au moins anglo-saxons. C'est cette fameuse peur du chaos qui est redoutable chez une puissance nucléaire. Et là, si vous voulez, je comprends bien qu'il faille être prudent et je pense qu'effectivement c'est sain de ne pas avoir pour objectif le changement de régime. Mais cette peur de l'escalade nous a conduit à une attitude timorée, une inhibition, d'abord en Syrie, ailleurs et maintenant en Ukraine. On aurait dû faire dans un... je pense, aux égales par ailleurs, dans l'idéal. Je pense que en Ukraine, par exemple... Les lignes rouges que nous sommes fixées à nous-mêmes sur certains types d'armes, comme les avions de combat ou les missiles à longue portée, handicapent terriblement les Ukrainiens. Est-ce qu'avec avec 25 000 hommes, est-ce qu'on aurait pu prendre Moscou ? Il n'y a aucun de vous trois qui est expert militaire, mais c'était jouable ça de la part de Prigojine ? Ils n'étaient pas 25 000, hein, ils étaient beaucoup moins. Non, ils étaient 250. Ils étaient 250. Donc 25 000, c'est... Pardonnez-moi. 25 000, c'est Wagner, c'est ça ? Je me suis trompé. Oui. En tout cas, la colonne, les colonnes qui se sont avancées vers Moscou étaient comprises à peu près entre 5 000 et 8 000. Il n'y avait pas 25 000 hommes qui marchaient vers Moscou. Hein. Écoutez, c'est une question totalement impossible à traiter, mais dans un pays en guerre, les forces les plus fortes sont sur les champs de bataille. À Moscou, comme on l'a vu, les élites avaient surtout pour préoccupation d'acheter des billets d'avion et pas de se porter à la défense de la ville. Et en réalité, dans le système bizarre russe, il y a cette force nationale, cette garde nationale, qui a été créée par Poutine comme une sorte de garde prétorienne pour lui-même. C'était la seule qui donnait l'impression d'être un peu décidée à se battre. Et d'ailleurs, c'est elle qui va être récompensée, puisque Poutine lui a promis d'être beaucoup plus armée qu'elle ne l'est actuellement. Donc en réalité, ça se serait joué peut-être dans un combat singulier entre des forces relativement limitées. Est-ce que Prigojine peut revenir en chef de guerre ou c'est terminé pour lui ? Bon, là, on fait toujours encore de la prospective.
D'après ce que me Et disait... dans ma question, il y a, est-ce que Poutine a vraiment besoin à ce point-là Oui, de ben Prigojine? voilà. Dans ce que me disaient mes amis russes, il y avait ceci, que Poutine voyait en Prigojine un type efficace, et donc une force dont il avait besoin. Moi, j'ai jamais très bien compris. Alors maintenant, il y a beaucoup d'études qui se font sur cette force. J'ai jamais très bien compris comment elle était encadrée, pourquoi ils étaient plus efficaces que d'autres Russes, Est-ce etc. qu'ils Mais sont mieux payés, mieux entraînés, peut-être, vraisemblablement? oui, peut-être, ils sont mieux encadrés, probablement, mais pour La l'instant, c'est communication aussi. pas très très clair. Vous avez peut-être une réponse, madame? Carole Grimaud? Juste une idée, il y a aussi alors c'est l'organisation, c'est la communication, le process de communication au sein de Wagner est beaucoup plus court que dans l'armée russe, et ça, c'est un grand avantage, un grand atout pour Wagner. Voilà, la communication est raccourcie. Les canaux de communication sont beaucoup plus courts, ce qui donne un Ce que vous avantage entendez certain. par communication, ce sont les ordres, Carole? Oui, c'est ça, c'est ça, ce sont les ordres. C'est la chaîne de, oui, la C'est chaîne ça, de la chaîne d'ordre. la chaîne de Chaîne de commandement, communication, pardon, voilà. de commandement, exactement, qui est beaucoup plus court que dans l'armée régulière russe, et qui offre bien évidemment un atout certain pour pour enfin pour le groupe Wagner dans certains combats. Mais à ce stade, on a l'impression que ce que Poutine envisage, et ce que, en tous les cas, défend Prigojine, c'est le maintien de leurs opérations en Afrique, par exemple. Et si c'est ça, ça veut dire qu'ils ne vont pas disparaître complètement. Dans le chat, on a l'Espagnol qui nous dit... Bon, c'est une réponse à quelqu'un d'autre, mais qui évoque le cas de l'Asie et donc de la Chine. Qu'est-ce que ça va provoquer auprès de ses alliés pour Poutine, cette situation très, très inattendue? Enfin, qu'est-ce que ça peut provoquer en réalité? La Chine a... Oui, je crois qu'on ne peut pas se tromper beaucoup en disant que malgré tout, ça dégrade l'image de Poutine, quoi. Alors, les Chinois sont très liés à lui, etc. Mais malgré tout, ils doivent se dire décidément quel allié, quoi. Ils ne vont pas changer de politique, mais malgré tout, ça ne renforce pas son autorité auprès de ses camarades. Un peu embarrassant pour les Chinois. Il y a Biden, pardon, Joe Biden, le président des États-Unis, qui qualifie Poutine de paria, un paria qui perd la guerre. Alors, deux petites questions. Est-ce que c'est vraiment un paria, Poutine? On aurait plutôt tendance à dire qu'un peu oui en ce moment. Et est-ce que Poutine perd sa guerre, ou c'est une lecture occidentale finalement? Alors, dire que Poutine est un paria, c'est d'abord un discours politique, c'est-à-dire c'est aussi espérer un effet performatif, c'est-à-dire transformer la réalité par les mots, en discréditant Poutine. Et donc c'est comme ça, je pense qu'il faut comprendre le discours de Biden. Mais pourquoi est-ce qu'il est important de faire passer Poutine pour un paria? C'est parce que on a souvent vu, depuis le continent européen, on a une vue bien spécifique de ce conflit de cette guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, parce qu'en Europe, il y a une forme de consensus qui s'est constitué pour soutenir l'Ukraine contre l'agresseur. Donc là-dessus, on est extrêmement clair, il me semble, et malgré tout assez unis. Mais ce consensus n'est pas nécessairement partagé dans beaucoup d'autres régions du monde, et notamment des régions du monde qui sont extrêmement critiques vis-à-vis de l'influence des États-Unis hors de ses frontières. Et on le voit très bien dans les prises de position d'un certain nombre de leaders sud-américains. Et on a John Gould qui dit oui, tout comme ses alliés chinois, brésiliens ou sud-américains. C'est ce que vous êtes en train Exactement, c'est ce que d'évoquer. je suis en train de... Oui, exactement ça. Et donc, du coup, il y a cette critique de l'influence américaine hors de ses frontières, et une forme aussi de fascination pour la Russie, qui là peut aussi trouver ses racines à la période soviétique. Il faut rappeler quand même que l'Union soviétique était extrêmement active au moment des processus de décolonisation dans un certain nombre de régions du monde, se posait un peu en défenseur du tiers-monde contre le capitalisme, et qu'en fait, il y a aussi cette tradition, au fond, de lien ou de sympathie pour Moscou, Moscou étant considéré comme l'opposant aux États-Unis. Et donc, le discours de Biden, il est aussi à comprendre dans cette
dynamique-là, c'est-à-dire discréditer Poutine aux yeux d'un certain nombre de pays ou de sociétés où la Russie peut faire figure de modèle. Michel Duclos, je vous vois trépigner. Non, c'est simplement pour dire que c'est précisément, je fais un peu de réclame pour mes travaux, c'est précisément le thème que je traite dans ce livre que vous avez bien voulu citer, la guerre en Ukraine et le nouvel ordre du monde, parce que effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est un élément fondamental. La plupart des pays ont quand même condamné l'agression russe dans une résolution deux résolutions des Nations Unies, mais la plupart des pays refusent d'en tirer les conséquences que nous en tirons. Et cela se l'est dû effectivement en partie à la mémoire des peuples de ce qu'on appelait jadis le tiers-monde. Et là, il y a un point sur lequel je rejoins votre question, c'est que j'ai été très très frappé au cours des années par le prestige dont jouissait Poutine en Iran, en Égypte, au Brésil et ailleurs, mais Poutine personnellement, parce qu'il a été le premier à s'opposer à l'hégémonie américaine au moment où celle-ci était toute puissance, au moment de l'unipolarité du monde. Il l'a fait avant les Chinois, qui à l'époque n'avaient que pour préoccupation que de ne pas faire parler d'eux pour pouvoir mieux prospérer, si vous voulez. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été, je crois, très, très important dans les réflexes de beaucoup de pays, en particulier les dictateurs, mais au-delà des dictateurs, dans le sud global. Et là, la question qui se pose, c'est qu'effectivement, est-ce que cette image-là n'est pas en train quand même de s'écorner ? Oui, pour compléter, il me semble qu'il y a une fascination pour Vladimir Poutine, indéniable, mais aussi pour ce qui était une forme de modèle un peu imaginaire d'un État russe qui aurait été un État fort, voire un État redistributeur. Et là, quand on travaille sur la Russie, c'est beaucoup plus troublant, c'est-à-dire qu'on voit bien l'attraction qu'exerçait ce mode de gouvernement incarné par Vladimir Poutine auprès de forces d'extrême droite ou d'extrême gauche. Donc on le voyait très clairement, même ici en France, hein, avec les liens malgré tout assez proches établis entre le Front National, le Rassemblement National et la Russie, les voyages de Marine Le Pen à Moscou, etc. Donc ça a été très bien documenté. Donc ça, c'est la partie fascination pour l'État fort. Et puis, côté extrême gauche, l'idée d'un État russe qui serait un peu, là aussi, héritier d'une forme de modèle soviétique, un État redistributeur qui serait, qui incarnerait le retour de la puissance publique face à des modèles libéraux capitalistes discrédités. Or, quand on regarde le fonctionnement de près de l'État russe, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, en fait, c'est un État qui s'est aussi converti au management libéral, à la privatisation, et au fond, Wagner est l'incarnation de cette dérive-là. Donc je pense qu'il faut aussi avoir ce regard critique sur qu'est-ce qu'incarne Prigojine aujourd'hui, si ce n'est cette dérive aussi d'un management néolibéral de l'État russe et de sa privatisation rampante. Bah vous revenez à Prigojine, ça tombe bien, puisqu'on a Petit Dragon de Jade, c'est un pseudo qui est adorable, qui nous demande est-ce que l'Occident pourrait dialoguer avec Prigojine pour renverser la situation dans plusieurs régions sous contrôle de Wagner. Est-ce qu'on pourrait s'allier avec Wagner, en gros, hein, pour œuvrer Je passe. Oui, ça paraît quand même... Alors là, on rentre vraiment dans les scénarios de science-fiction, c'est-à-dire, effectivement, voilà, on ne voit pas très bien comment s'allier avec ce personnage. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale a voté en France. La France a voté pour considérer Wagner comme une organisation terroriste. D'accord, donc la France ne peut pas dialoguer avec une organisation terroriste reconnue comme telle. Par contre, l'Union européenne ne l'a pas fait. Donc, voilà. Mais en tout cas, en France, c'est absolument impossible, hein, ne serait-ce que pour cela. On a John dans le chat qui dit « Moi, je suis surtout critique contre les gauchistes du service public. » Vous êtes vraiment pas sympa, John. Comment Poutine va se débarrasser de Prigojine? Qu'est-ce qu'il va faire, là? C'est un peu sclérosé. Enfin, ça va se scléroser, non? Qu'est-ce qui peut se passer?
Là Ils, aussi, c'est ils vont pas le tuer. alors Si, Si, c'est très difficile de prévoir. Ce qu'on Michel, vous sait, dites qu'on va le tuer. non, alors J'imagine. ce qu'on sait, c'est que, enfin, si on regarde ce qui s'est passé lors C'est des un peu événements trivial. précédents, lorsque le pouvoir de Vladimir Poutine a été déstabilisé ou remis en cause, on a un exemple, alors là, complètement différent, qui est celui de 2011-2012, hein, les grandes manifestations contre la fraude électorale. Sur le moment, il y a eu relativement peu de répression des manifestations, mais alors l'effet bombe à fragmentation par la suite a été redoutable, c'est-à-dire qu'il y a eu des procès, des poursuites, ils ont arrêté les principaux responsables du mouvement de protestation à l'époque. On a vu aussi ce qui s'est passé avec Alexei Navalny et son mouvement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on décide d'arrêter le jeu, on voit que le pouvoir est capable d'aller extrêmement loin dans les mesures les plus tordues pour arrêter ses opposants. Donc la question, c'est de savoir si Vladimir Poutine considère qu'il peut encore avoir besoin de Prigojine ou pas. Et s'il considère qu'il n'en a plus besoin, on peut imaginer que les mesures de rétorsion vont être assez sévères. La question, ça va être leur étendue, c'est-à-dire qui va faire qui va être purgé au fond au terme de cette opération. Et on voit quand même se dessiner quelques menaces. Vladimir Poutine a déclaré publiquement, ce qui est quand même assez stupéfiant, que Wagner avait touché à nouveau des millions de roubles de l'État russe et qu'il fallait vérifier que cet argent avait été bien utilisé, ce qui veut dire de façon extrêmement, enfin à peine voilée en fait, qu'un certain nombre de responsables risquent d'être arrêtés pour corruption. Et en fait, c'est l'arme de la corruption qui risque d'être utilisée pour mettre hors d'état de nuire un certain nombre d'opposants, probablement. Et on voit aussi que visiblement des auditions sont en cours, voire des hauts gradés auraient été... des rumeurs courent sur l'arrestation notamment de Sourovikine, hein, un des généraux en poste au ministère de la Défense alors, c'est une rumeur, on n'est pas sûr qu'il soit arrêté, on n'est pas, etc. Mais enfin, on voit bien qu'il commence à y avoir quand même un certain nombre de mesures qui sont prises qui iraient plutôt dans le sens d'une logique de purge, en fait, d'un certain nombre de cercles qui se seraient compromis éventuellement dans des relations peu claires avec les mutins. Dans sa psychologie, il l'a dit d'ailleurs, il ne pardonne pas un traître, quoi. Là, le fait qu'il ait attribué cette épithète à Prigojine, même s'il affecte de ne pas le nommer, bien sûr, c'est pas très bon signe. Mais quelle idée d'aller se réfugier en Biélorussie alors? C'est inexplicable. C'est peut-être explicable, mais ça demande qu'on y réfléchisse. Et la question, c'est aussi de savoir si c'est durable. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres scénarios qui sont à l'œuvre pour exfiltrer Prigojine vers d'autres contrées? Mais ça, on ne le sait pas. Carole? Quelle est la question? Rappelez-moi la question de tout ça. Que va-t-il arriver à Prigojine? Que va-t-il arriver à Prigojine? Bon, bien difficile à dire, hein, c'est très difficile à dire. Pour l'instant, apparemment, il serait donc en Biélorussie. Comme je le disais, moi, je le vois comme un atout pour Loukachenko. Est-ce que Loukachenko va excusez-moi et pardonnez-moi l'expression, le recycler? Du recyclage de Prigojine pour la Biélorussie, pourquoi pas? Poutine, effectivement, c'est un traître pour Poutine, donc lui, il ne reviendra pas, enfin, il y a très peu de chances qu'il revienne en Russie. Quand on parle de Wagner, il faut bien faire la distinction entre Wagner, Prigojine, celui qui a été nommé là, celui qui a été placé là, donc l'homme, le chef, hein, le chef de guerre Prigojine, et puis l'empire Prigojine, c'est-à-dire la multitude de sociétés, d'agences de communication, voilà. Donc c'est tout un empire, c'est l'empire Wagner qui est en train d'être démantelé aujourd'hui. Donc redistribution des richesses. Beaucoup de proches de Poutine vont certainement bénéficier de tout ce réseau d'entreprises. Maintenant, les soldats ont eu le choix soit de rentrer en Russie, soit d'être incorporés à l'armée, soit de rejoindre Prigojine. Donc pour eux, encore, ils ont un peu de choix. Je crois que Prigojine, pour l'instant, n'a pas beaucoup de choix, lui, par contre. Je pense que cette prison à ciel ouvert qu'est la Biélorussie aujourd'hui, pour lui, c'est je dirais la solution la plus viable pour l'instant.
Voilà, ce qu'il va y faire, ce qu'il va y construire ou pas, voilà, l'avenir nous le dira, mais il a pour l'instant, d'opportunités et peu de portes ouvertes. Voilà, en dehors de s'échapper de la Biélorussie, en dehors de voilà, ça sera autre chose. Voilà, donc c'est un avenir bien plutôt sombre et un avenir assez réduit pour Prigojine. Mais en tout cas, je ne l'imagine absolument pas prendre sa retraite et partir faire la chasse à l'ours en Biélorussie. Voilà. Ça va bousculer pas mal de choses en Afrique, notamment où Wagner est très présent, il me semble. Ah, pour nous, Français, c'est même, Je à me vrai permets de dire, dire les Français. la question principale. Hein, c'est que avec Wagner, Poutine a fait un coup stratégique contre les intérêts français depuis plusieurs années, auquel on n'a pas trouvé de réponse. Est-ce que la situation nouvelle nous offre l'occasion de trouver une réponse? Est-ce que c'est le mot de la fin, chers amis, puisque je vois que l'heure tourne et que j'ai promis de vous libérer à l'heure. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Carole, Si l'on c'est le mot de la fin. Alors le mot de la fin, eh bien, le mot de la fin, c'est toute cette situation-là se dépliera un petit peu comme un millefeuille et puis on aura un petit peu plus de renseignements, un petit peu plus d'informations. On comprendra peut-être un peu mieux ce qui s'est passé et les conséquences de toute cette affaire, de cette rébellion, Prigojine. Le plus important, je crois, c'est cette guerre qui continue. Cette guerre qui continue en Ukraine et tous les moyens qui doivent être mis en œuvre pour arrêter cette guerre, pour continuer à aider bien sûr l'Ukraine et pour mettre un terme à toutes ces atrocités. Françoise Dossé, le mot de la fin. Oui, dans la prolongation, je pense qu'il faut d'abord penser à l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il faut quand même se dire que la population ukrainienne est tout simplement victime de ces jeux de pouvoir absolument stupéfiants là, qui se déroulent en Russie et qu'au fond, c'est cette grave dérive du pouvoir politique à Moscou et en Russie en général hein, qui a mené à l'agression militaire en février 2022 et dont on voit qu'elle est, voilà, elle continue à produire ces effets dévastateurs et d'abord dévastateurs pour la population ukrainienne. Il faut évidemment évoquer là la mémoire des civils victimes là d'une bombe tombée à Kramatorsk hier. Je pense qu'il voilà et les premières victimes en fait de ce qui se joue en Russie aujourd'hui, bah, tout simplement ce sont les civils ukrainiens dont le pays est dévasté voilà, à nouveau par cette dérive politique en Russie, quoi. Michel Duclos, le mot de la fin. À ce sujet, je suis évidemment tout à fait d'accord sur l'idée que ce qui compte pour nous, c'est l'Ukraine. À ce sujet, la dernière déclaration de Prigojine en Russie, ça a été pour dénoncer les motivations même de l'entrée en guerre de la Russie en Ukraine. C'est-à-dire qu'au fil des années, enfin au fil des mois, il était devenu de plus en plus critique. Mais il était critique d'abord sur les modalités de la guerre. Et puis, à la fin, il avait des doutes sur l'intérêt même de cette guerre. Et son dernier mot, c'était de dire on est intervenu de façon imbécile, puisque les Ukrainiens ne sont pas des nazis et les Occidentaux n'allaient pas nous envahir à partir de l'Ukraine. Et donc là, moi, je ne suis pas capable de dire si ce message-là est entendu par des gens en Russie, parmi les élites, dans l'opinion, etc. Est-ce que c'est un discours qui, venant de lui, est discrédité, ce qui serait le cas chez nous, mais qui, dans le pays en question, ça sera peut-être différent. Merci Michel Duclos, merci Françoise Dossé, merci Carole Grimaud, merci évidemment à vous dans le chat, merci pour vos questions, merci comme tous les soirs pour votre bienveillance, pour votre inaltérable bonne humeur. Il y a eu pas mal de questions, on n'a pas pu toutes les poser. On a essayé, c'est promis en tout cas. Pour ceux qui veulent revoir l'émission, elle est disponible en replay dans 1 minute sur Twitch. Pour ceux qui veulent la réécouter avec les oreilles, donc, vous la retrouverez dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France et sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est france-tv-info.fr. C'était le dernier stream du talk de France Info. Pas le dernier pour de vrai, le dernier de l'année scolaire. Alors pour ce soir, merci à Balthazar à la programmation, à Sébastien à la rédaction en chef, pardon. Merci à Cyril à ma droite à la régie que vous ne voyez pas mais que moi je vois. Ça, c'était
c'était pour ce soir, mais il y en a eu plein d'autres des soirs. Alors bien sûr, merci à toute l'équipe du Talk, merci Manon, merci Joey, merci Thomas, merci Alex, merci aux modérateurs qui rendent le chat plus sympa, pardon à tous ceux que j'oublie, merci à tout ce formidable petit monde. On va se retrouver à la rentrée en septembre, ce sera avec moi et avec une nouvelle formule. Ce sera un stream plus long, un stream avec plus d'invités, avec des chroniques notamment, avec un nouveau rythme. Ce ne sera toujours pas de bonne heure, mais c'est promis, ce sera toujours de bonne humeur. En tout cas, moi j'ai hâte de vous retrouver. Je vous souhaite un été rayonnant, de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Bonne soirée à toutes et tous. On se retrouve à la rentrée. Ciao!